Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages en région et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des radios. Nous sommes donc ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, la proposition de loi visant à interdire les signes religieux pour les accompagnants de sorties scolaires est examinée aujourd'hui au Sénat. On en parle avec le sénateur Les Républicains de l'Oise, Jérôme Bacher, il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Stéphane Vernet de Ouest France. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, nous sommes en Seine-Maritime, un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol. Aujourd'hui, direction Sommery, à la rencontre d'un maraîcher bio dont les récoltes ont été gelées. Et puis enfin, le Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu, au menu notamment la France, condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne pour son incapacité à protéger les citoyens contre la pollution de l'air. 12 agglomérations sont concernées, vous le verrez. Mais avant cela, voici les autres informations de ce mardi 29 octobre. Une attaque hier contre la mosquée de Bayonne. Un homme âgé de 84 ans a tiré et blessé 2 personnes. Emmanuel Macron condamne avec fermeté une attaque odieuse. Le secrétaire d'État Laurent Nunez s'est rendu sur place. Le maire de Bayonne, lui, dénonce un attentat. Les premières conclusions du Grenelle des violences conjugales seront rendues aujourd'hui. Marlène Schiappa plaide pour la mise en place de certaines de leurs propositions, comme la création d'un protocole clair pour l'accueil des victimes dans les gendarmeries et commissariats, ou encore la réquisition des armes à feu dès la première plainte. Et puis jamais 2 sont 3, les 27 se sont accordés pour un 3e report du Brexit d'une durée de 3 mois jusqu'au 31 janvier 2020. Donc, les députés britanniques par contre rejettent la tenue d'élections anticipées le 12 décembre comme le demandait le Premier ministre Boris Johnson. Et on débute avec le sénateur du jour. Il est élu de l'Oise, siège dans le groupe Les Républicains. Bonjour Jérôme Bacher. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avant de parler de la proposition de loi examinée cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat, on va parler de ce qui s'est passé hier à Bayonne. Un homme a ouvert le feu devant la mosquée, blessant 2 personnes. Le suspect, c'est un homme de 84 ans, un ancien candidat du Front National au départemental. Quelle est votre réaction ? Tout d'abord, j'exprime toute ma compassion auprès des familles et des 2 blessés, quelle que soit, leur confession. Puis après, auprès de la communauté musulmane, car clairement, cet homme âgé qui a attaqué et qui a blessé 2 personnes âgées aussi, un homme de plus de 80 ans qui en attaque 2 de plus de 70, enfin, on est quand même quelque chose d'extraordinaire. Bon, c'est tout à fait scandaleux, c'est évidemment à condamner. Toute attaque auprès de toutes les religions, auprès de toutes les confessions, doivent être fermement condamnées. Et toutes. On en oublie souvent certaines. Lesquelles ? Vous savez, que ce soit, on a vu le recrudescence des attaques antisémites. On a vu les attaques auprès des églises. Pas plus tard que cet été, 2 églises de l'Oise ont été profanées. Ça n'a pas ému qui que ce soit. Qui que ce soit. Là, il s'agit d'attaques envers les personnes, il s'agit de brûler en plus un lieu de culte. On a essayé de brûler, souvenez-vous, la porte de Saint-Sulpice, qui est juste à côté du Sénat, cette église où on a célébré l'enterrement de Jacques Chirac. Et donc, voilà des choses qui ont été faites et qui sont passées aussi sous silence. Il faut avoir une condamnation unanime de tous les faits. C'est aussi ce que je rappellerai tout à l'heure à la tribune du Sénat sur une proposition sur l'état de droit recule-t-il ? Oui, parce qu'on a la dénonciation sélective. Là, c'est particulièrement odieux. Est-ce que vous diriez que c'est le climat actuel qui entraîne ce genre d'acte ? C'est bien possible que sur un déséquilibré, le climat actuel l'emmène à de tels actes. Bon, c'est vrai qu'on commence à avoir l'habitude maintenant des radicalisés au Front National. Les radicalisés, on a eu celui élu dans la région de Bourgogne, dont je tairai le nom à dessein, je ne veux pas lui faire de publicité. On a dorénavant cet ancien candidat du Rassemblement national qui passe à l'acte et qui tire sur ses compatriotes. Et pour vous, c'est à mettre sur le même plan un élu puisqu'il est élu, un conseiller régional qui... Il y a un moment... Et un homme qui tire sur des gens, c'est à mettre sur le même plan ?
on peut estimer, certains estiment, qu'il y a un problème avec l'islam en France, et je pense qu'il y a un sujet. Simplement, la façon d'en parler, l'hystérisation, ça amène les plus fragiles et les plus déséquilibrés aux actes les plus odieux. Le chef de l'État a rencontré hier les représentants du Conseil français du culte musulman. Il a dit attendre du CFCM un changement de rythme pour qu'il combatte aux côtés de l'État le communautarisme et l'islamisme. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors il est certain que le CFCM jusqu'à présent s'est montré peu actif. Peu actif parce que, j'allais dire, c'est aussi la structure de l'islam qui veut cela. Et il n'y a pas de structure fêtière, contrairement à un grand rabbin ou, j'allais dire, au primat des Gaules pour les autres confessions. Il y a donc un problème d'incarnation et d'action. Moi, je connais Dalil Boubaker. Paradoxalement, je vais vous dire, j'ai dirigé le plus grand nombre de lieux de prière musulmans. Car longtemps, c'était la Sonacotra qui servait de lieu de prière pour des petites salles. Et là, je peux vous assurer, pour avoir travaillé avec Dalil Boubaker, que c'est quelqu'un qui n'est pas extrémiste, qui est totalement dans la République. Le CFCM, il est totalement dans la République. Sauf que sa capacité d'engrenage et de faire passer l'ensemble du monde musulman est absolument ridicule. Il y a certes beaucoup à attendre du CFCM, mais moi je crois qu'il faut d'abord attendre de la République et du président de la République qui oublie de s'exprimer, qui met la faute sur les autres, qui doit faire un discours sur la laïcité depuis 2 ans et qui ne fait rien. Vous savez, Emmanuel Macron, sur ce sujet, il semble faire, en vérité, il fait semblant. Donc vous lui dites qu'il doit s'exprimer rapidement sur cette question de la laïcité. Lui, il dit que ça peut entretenir la confusion. En décembre 2017, il dit en janvier 2018, je ferai un grand discours sur la laïcité. Il a du retard, comme les trains à la SNCF. Samia Ghali, suite à cette attaque à Bayonne, votre collègue, sénatrice socialiste, a demandé le retrait de la proposition de loi qui sera examinée cet après-midi dans l'hémicycle sur l'interdiction des signes religieux pour les accompagnants de sorties scolaires. On va regarder son tweet. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Samia Ghali confond le travail sénatorial et ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas parce que les médias s'intéressent au Sénat de plus en plus, et j'en suis très content. Vous savez, ce texte, il a été déposé par ma collègue Jacqueline Eustache-Brinio en juillet 2019. Il reprend ma proposition de loi portée en mars 2018. Ça n'a rien à voir avec l'actualité. En revanche, ça a à voir avec l'oubli de traiter le sujet. Et donc, c'est cela dont il s'agit. Le sujet des sorties scolaires n'a pas été traité, mais ce n'est pas tellement le sujet des sorties scolaires qui est le vrai problème. C'est le problème d'intégration et de communautarisme. On va revenir sur le fond, mais sur le contexte. Est-ce que, vu le contexte, vu l'actualité, est-ce que c'était quand même le bon moment de débattre de cette loi ? Le Sénat, non mais le contexte, il est advenu depuis 15 jours. Cette inscription à l'ordre du jour, elle date d'il y a bien plus longtemps. Donc tout cela, c'est confondre. Et nous, au Sénat, nous sommes là pour travailler sur le temps long et pas sur l'actualité. Allez, justement, on va voir ce que contient cette proposition de loi précisément. Et c'est avec notre journaliste parlementaire, Alexandre Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Jérôme Bacher. Et Alex, on le disait, donc une proposition de loi interdisant les signes religieux pour les accompagnants de sorties scolaires. Elle sera examinée cet après-midi dans l'hémicycle. Oui, on va regarder précisément ce que contient cette proposition de loi qui, au final, cette loi ne va pas alourdir considérablement le code de l'éducation puisqu'elle tient finalement en un seul paragraphe. Pour la rédiger, les sénateurs Les Républicains sont partis de la loi de 2004 qui interdit le voile dans l'enceinte scolaire. Regardez cette loi de 2004. Dans les écoles, les collèges publics et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Les sénateurs Les Républicains ont donc pris cette loi et ils ont ajouté un paragraphe que vous allez voir dans cette infographie. La même interdiction s'applique désormais aux personnes qui participent, y compris lors des sorties scolaires, aux activités liées à l'enseignement dans ou en dehors des établissements organisés par ces écoles. Alors ce débat cet après-midi devrait être animé alors que les sénateurs et les Républicains vont se porter en garant de la laïcité à l'école face à un gouvernement hésitant. Mais du côté de la gauche du Sénat, il est hors de question de voter une telle loi qui pourrait stigmatiser les Français de confession musulmane. Écoutez le patron des sénateurs socialistes, Patrick Kanner.
M. Retailleau porte aujourd'hui un débat qui est finalement une forme d'hystérisation de questions qui doivent être traitées par les lois actuelles de la République. Aujourd'hui, tout permet de gérer ces difficultés quand elles peuvent exister dans les sorties scolaires. Mais du côté du centre du Sénat, eh bien, les sénateurs sont un peu dans l'hésitation. Ils ne savent pas s'ils vont voter cette loi. Écoutez la sénatrice centriste Annick Billon et la sénatrice du groupe radical Françoise Laborde. Notre groupe va être partagé. C'est un sujet difficile, compliqué, mais le contexte de l'incident grave qu'il y a eu au Conseil régional ne doit pas dicter notre vote aujourd'hui. Dans mon groupe, je ne peux pas vous dire à l'instant T sur 23 combien seront pour, contre ou s'abstiendront. Voilà, des groupes politiques très partagés. Au final, ce sont peut-être les sénateurs du centre de l'hémicycle qui vont arbitrer ce débat pour interdire le voile dans les sorties scolaires. Merci beaucoup Alex, on vous retrouve tout à l'heure. Jérôme Bacher, vous entendiez Patrick Kanner, il emploie le mot d'hystérisation. Mais il a tort car ce même article, grosso modo, est passé au Sénat lors du vote sur la loi de l'école de la confiance. C'est un amendement que j'ai posé moi, que mon ami Jacqueline Eustache-Brinio a défendu car j'étais en déplacement, mais c'est moi qui l'ai déposé. Donc il a été voté par la majorité sénatoriale. C'est dans la commission mixte paritaire qu'on a trouvé des arrangements pour pouvoir faire passer ce texte important. Mais si nous revenons dessus, ce n'est pas dans l'hystérisation, c'est parce que le problème n'a pas été traité. Depuis 2004, rien n'a été fait et on voit la lente dérive. Mais moi j'ai des propositions alternatives à faire à cela, car je ne crois pas que ce soit la panacée. Je ne crois pas que ce soit la panacée d'interdire le voile aux mamans. Parce qu'effectivement, il y a des endroits où on ne fera plus de sortie scolaire, sauf si, et c'est une bonne proposition. Aujourd'hui, partout en France, vous avez du périscolaire qui a été fait. Et les agents qui font le périscolaire, donc en dehors des heures d'école, ce sont des agents à laquelle la laïcité s'impose. Eh bien, pourquoi ces agents ne pourraient-ils pas accompagner les sorties scolaires pendant le temps scolaire, donc, et éviter du coup. C'est ce que dit aussi votre collègue Philippe Dallier, de confier aux agents des communes l'encadrement des sorties scolaires. Avant, ce n'était pas possible parce que vous aviez dans les villages, par exemple, et dans les villages partout en France, vous n'aviez pas de périscolaire. Dorénavant, si vous voulez garder votre école dans la ruralité, il vous faut une cantine et du périscolaire. Le personnel est là, il connaît les enfants, il sait les encadrer. Il y a des solutions alternatives. Donc pour vous, clairement, la solution, c'est que ce ne soit plus les mères, les parents d'ailleurs, qui accompagnent leurs enfants, mais que ce soit encadré par des agents. Lorsque vous ne pouvez pas assurer la laïcité, alors par les parents, parce que c'est quand même moins cher, il faut le dire, eh bien, il faut que cette solution soit envisagée. Il y avait un besoin de clarifier la situation. C'est comme ça que vous justifiez votre proposition de loi. Pour vous, est-ce qu'il y a une ambiguïté de la part du gouvernement sur cette question ? Elle est totale, cette ambiguïté. Si ce n'est de Jean-Michel Blanquer, à tout le moins de sa majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. En fait, vous avez des gens qui ont des opinions très différentes et qui tiennent uniquement par la pensée du président de la République. Le président de la République ayant une pensée floue sur le sujet, eh bien... l'ensemble de la majorité a une pensée floue. Voilà. C'est parce que tout ça n'est pas cohérent, n'est pas sur un corpus idéologique. On ne sait pas ce que pense la Macronie tant que Emmanuel Macron n'a pas pensé. Alors, Édouard Philippe vous a répondu lors des questions d'actualité qu'il y avait pour lui plus important à faire dans la lutte contre le communautarisme. Est-ce qu'il a raison ? Oui, il a sans doute raison, mais il n'a rien fait. C'est ça que je reprocherais à Édouard Philippe. C'est que je pense qu'il a des idées assez claires sur le sujet. Je le connais assez bien. Cependant, ils ne font rien. La grande technique aujourd'hui et depuis un an de ce gouvernement sur tous les sujets importants, c'est de ne rien faire. C'est de beaucoup parler et de peu agir. Pourquoi attend-on de tels événements pour agir contre le communautarisme ? D'ailleurs, on agit contre le communautarisme, mais on n'a rien fait, on n'a rien dit. Alors, Emmanuel Macron dit qu'il va présenter des mesures dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que vous attendez, vous, comme mesure de la part du chef de l'État ? Je ne sais pas ce qu'il va inventer comme mesure, parce qu'il faut refaire société. Aujourd'hui, à partir du moment où une pensée lancinante a été celle de « tout se vaut », l'individu prime. Et c'est la pensée libérale d'Emmanuel Macron. Quand vous êtes libéral, au sens anglo-saxon du terme, l'individu prime. Chez moi, c'est la France qui prime, c'est la nation qui prime, c'est la société qui prime. C'est peut-être une vision un peu gaulliste, mais je crois qu'elle n'est pas totalement dépassée. Juste pour finir sur ce sujet, est-ce que vous diriez que les politiques, en général, peut-être ce gouvernement, vous allez me dire, se sont trop défaussés sur le corps enseignant sur cette question ? Mais là, c'est pire, si on ne vote pas notre loi. C'est sur le proviseur, sur le principal, sur le directeur d'école
qu'on s'appuie pour ceux qui choisissent si la maman peut être voilée ou pas. Vous vous rendez compte? Donc c'est bien là où on se défausse. Il faut arrêter de se défausser. Sur les enseignants en disant c'est à l'école de faire, c'est à l'école de faire. Aujourd'hui, on fait faire trop de choses aux enseignants, sauf d'enseigner. Est-ce que cette question, on entendait dans la chronique d'Alexandre, plusieurs sons de cloche au sein de même groupe politique. Est-ce que ce texte va recueillir l'unanimité des voix dans votre groupe, chez les Républicains? Je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Vous pensez qu'il y aura combien des abstentions, des votes contre? Quelques abstentions, je pense. Peut-être quelques votes contre, mais surtout quelques abstentions, oui. Et également chez les centristes, est-ce que c'est de nature à diviser cette majorité sénatoriale composée de la droite et du centre? Non, c'est absolument pas de nature à cela. C'était une proposition de loi. L'amendement lui avait été voté par la majorité sénatoriale. Je tiens à le rappeler, parce qu'au moment où le texte est important et rentre vraiment, j'allais dire, presque en vigueur, tout le monde est là. Non, au Sénat, nous ne diviserons pas sur ces sujets. Ça serait, je vais dire, c'est parfois la sensibilité locale qui vous fait agir ou retenir votre bras ou votre vote parce que vous dites mais chez moi c'est pas tout à fait comme ça. Sauf que nous faisons ça pour l'ensemble du pays et pas pour chez moi. Allez, on suivra bien sûr cet après-midi l'examen de cette proposition. Là, on va passer à un autre sujet, Jérôme Bachar, c'est la réforme des retraites, puisqu'Emmanuel Macron s'est exprimé sur ce sujet. Hier, c'était chez nos confrères de RTL. On va l'écouter avant de vous faire réagir. Je veux aller au bout de cette réforme. Je pense qu'elle est nécessaire pour le pays. Donc je la défendrai. Peut-être que ça me rendra impopulaire. Peut-être que des gens diront c'est insupportable, tout ça pour ça. Je ferai tout pour qu'il n'y ait pas ces blocages. Je ferai tout pour qu'on soit en soutien de nos compatriotes qui seraient bloqués. Mais je n'aurai aucune forme de faiblesse ou de complaisance. Est-ce que vous approuvez la fermeté du chef de l'État? Moi, j'approuve toujours la fermeté de l'application de la loi de la République. Voilà. C'est souvent quand on est faible dans l'application des lois de la République, je vous ai dit ce sera un des débats de cet après-midi au Sénat, que l'État recule et qu'on ne croit plus non plus à la politique, tout simplement. Simplement, sur les retraites. Mais quelle blague! Quelle blague! Il nous annonce encore la réforme des retraites. Ça fait 2 ans encore qu'il l'annonce, cette réforme de retraite. C'était pour juillet 2018. Ah, puis juillet 2019. Ah, et peut-être deuxième semestre 2020. On se moque du monde. Et pendant ce temps-là, on crée un climat un peu anxiogène. Pour tous ces gens qui, depuis 2 ans, se disent « Est-ce que moi, je pars à la retraite? Comment je vais y partir, etc. Comment je mets des économies de côté? Qu'est-ce que je fais ?» Les gens ne savent pas. Vous créez un climat anxiogène. Car il y a derrière tout cela quelque chose qu'on ne dit pas. C'est est-ce que vous toucherez plus à la retraite ou est-ce que vous toucherez à peu près ce à quoi vous vous attendez? Eh bien ça, là-dessus, calme plat, on ne sait pas. Vous n'entendez plus Jean-Paul Delevoye qui a fait un travail remarquable, qui aujourd'hui est en train de pédaler dans la choucroute lamentablement. On ne fait pas ça à un ministre qui a une telle expérience, qui a fait une réforme des retraites en 2004 sous Jacques Chirac, du côté de la fonction publique, qui a passé à 40 ans quand même le nombre de cotisations, le nombre d'années de cotisation. Et là, voilà. Mais qu'est-ce que vous dites pour vous que tout le travail qu'a fait Jean-Paul Delevoye, qui a négocié, qui a concerté pendant 18 mois avec les syndicats, il est désavoué jour après jour par le président de la République. Voilà la vérité. Il y a là, dans la Macronie, je pense, en ce moment, une vraie déception, car sans arrêt, il y a du blabla et il n'y a plus de résultats depuis la crise des Gilets jaunes. Car comme on n'a pas écouté le Sénat pour la crise des Gilets jaunes, eh bien depuis, on est empêtré. Car le vrai pays, lui, il a des soucis, et sur ces soucis, c'est les fins de mois. Mais pour vous, cette réforme des retraites, elle ne verra pas le jour d'ici la fin du quinquennat? Si, elle verra le jour. On votera un texte bidon en application 2030. D'accord, donc avec une application repoussée, c'est évident. Ce que va faire Emmanuel Macron. C'est exactement ce qui a été dit. On va ménager la transition, on ne va rien faire. Les déficits vont continuer. Il ne fait rien sur les déficits publics. On le voit dans le PLF, on le voit dans le PFLSS. L'année dernière, à cette époque-là, le gouvernement disait la sécurité sociale en 2019 sera à l'équilibre pour la première fois. Bon, pour la première fois, ça sera encore reporté de 3 ou 4 ans. Voilà la vérité. Ça suffit les annonces. On veut des réalités. Bon, on va revenir sur cette question du budget, mais avant ça, on va regarder ensemble la revue de presse de votre département de l'Oise, et c'est avec Alex Poussard qui revient. Et Alex, on commence avec Le Parisien.
Et oui, dans votre département, Jérôme Bacher, on va parler de villages d'irréductibles qui refusent d'installer la fibre optique. Et oui, les 2 communes de Bay et Ermenonville dans l'Oise seront les 2 seules communes des 642 que compte le département de l'Oise à refuser l'installation de la fibre optique. Alors les maires des 2 communes ont leurs arguments et d'abord le prix, eh bien oui, le coût de l'installation. Ils ont fait leurs calculs et installer la fibre optique sur leur commune reviendrait chacun à 200 000 €. Hors de question pour eux de dépenser une telle somme. Et d'ailleurs, ils préfèrent utiliser cette somme autrement. Regardez, en lieu et place de la fibre optique, la commune a ainsi pu, avec le budget alloué, changer la chaudière de l'église, celle de la mairie, refaire la toiture de l'église et construire un mur de soutènement. La fibre optique ou l'église du village, il faut choisir. Et puis on va passer à Ouest-France puisqu'on parle d'une habitante de l'Oise, dans Ouest-France. Et oui, une habitante de l'Oise très chanceuse puisqu'elle vidait sa maison d'objets encombrants. Elle a trouvé un vieux tableau. Elle ne savait pas d'où il provenait. Au cas où, elle l'a fait expertiser. Et l'expert a découvert que c'était un chef-d'œuvre du peintre italien Cimabue du XIIIe siècle, le Christ moqué, qui s'est adjugé à 24 millions d'euros ce week-end lors d'une vente aux enchères. Alors, au final, la vieille dame de l'Oise a eu un très bon réflexe puisqu'elle a signalé cette œuvre à l'hôtel des ventes Actéon de Compiègne. Ce petit tableau qui montre le Christ entouré d'une foule d'hommes à l'expression hargneuse et grimaçante était accroché entre son salon et sa cuisine, au-dessus de la plaque chauffante. Donc comme quoi, faire son vide-grenier, ça peut rapporter gros. Eh ben voilà. Ben merci Alex pour ces conseils. On vous retrouve tout à l'heure. Jérôme Bacher, une réaction? Tout d'abord, j'aime l'irréductible village qui refuse la fibre parce que irréductible village, ça fait forcément Astérix. Et le parc Astérix, c'est dans mon canton, dans l'Oise, à Plailly. Ça, c'est voilà. C'est à la un peu plus beau passage. Mais sur ces deux exactement. Ben non, c'est important. C'est quand même le plus grand endroit de tourisme de la région Hauts-de-France, quand même, à le rappeler Xavier Bertrand. Ces 2 villages refusent aujourd'hui, parce que certes ça coûte cher, c'était une activité qui a été mise en place par le département de l'Oise. J'ai présidé le syndicat qui fibre ce département et nous aurons fini de fibrer le département en 2020. À la fin 2019, pardon, au début 2020, il sera quelques prises au premier trimestre. Ça sera le premier département rural fibré d'Europe. Voilà, c'est un résultat. Ces 2 communes ont refusé parce que certes c'est cher, mais les 673 autres communes ont payé. Mais c'est surtout parce qu'elles avaient un excellent débit par l'opérateur historique, Orange, pour ne pas le citer, et donc parce qu'ils ont leur nœud d'Internet dans leur commune, et donc elles ne voyaient pas l'intérêt. Demain, ça sera peut-être un peu plus cher, mais je sais que les investissements qui ont été faits à Bay et à Ermenonville ont été de bons investissements, mais l'investissement d'avenir, c'était la fibre. Allez, vous parliez du budget juste avant cette revue de presse, budget qui va arriver au Sénat. Le gouvernement qui défend un budget inédit de baisse d'impôts sous la Ve République, c'est ce qu'il dit. Est-ce que pour vous, c'est un bon budget? Il a dit inédit depuis 10 ans. Vous voyez, on commence à se calmer. C'est-à-dire inédit depuis Laurent Fabius, inédit depuis... Bon, bref. 9,3 milliards de baisse d'impôts. Alors moi, je dis effectivement, c'est un budget inédit parce que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas aussi peu baissé le déficit. Ça, c'est vrai, ça c'est incontestable. On va peut-être baisser le déficit de 0 à 1 point. On n'a jamais fait aussi peu. C'est ce que vous retenez? Pour vous, il ne fallait pas augmenter les impôts? Il ne fallait pas baisser les impôts? Il faut baisser les impôts, mais on n'a toujours pas attaqué. Et c'est pareil, c'est depuis 2017, on n'a toujours pas tapé dans les dépenses. On n'a toujours rien fait. La suppression du nombre de fonctionnaires, 0. Nulle part. Donc on ne dit pas où sont les marges, on n'en crée pas. Et on remet partout des promesses de dépenses pour 2025, 2023, 2024. Non, tout ça, vous savez, vous seriez dans une entreprise, à un moment, on pourrait dire que c'est une gestion à la Bernard Tapie. Vous savez, vous faites plaisir un peu à vos actionnaires, et à un moment, ça ne marche pas, donc on revend à perte, on fait des montages. Bon, voilà. Allez, on va parler d'un autre sujet. C'est un rapport que vous avez publié la semaine dernière sur la sécurité informatique lors des élections notamment. Et alors, vos conclusions, elles sont claires, mais quand même inquiétantes. Nos institutions ne sont pas bien préparées en cas de cyberattaque dans le processus électoral. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Alors, pas tout à fait dans le processus. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. On va parler après du Parlement. On parlera après du Parlement. Mais peut-être que les élections, ça inquiète un peu les gens. Sur les élections, il y a 2 choses. Vous avez l'élection locale, les élections municipales qui arrivent. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, car je pense que la cybersécurité à Barbery, près de chez moi, si vous voulez, ça se fait à peu près. C'est plus au niveau du Conseil constitutionnel. Revenons. Donc, le Conseil constitutionnel s'exprime pour le président de la République. Et c'est cela que j'ai voulu vérifier.
Et en fait, aujourd'hui, il y a dans chaque préfecture qui fait remonter les données vers le ministère de l'Intérieur, il y a un poste dédié avec un opérateur dédié, avec juste le préfet qui le contrôle, qui fait remonter, qui vérifie les chiffres, qu'il fait remonter vers le palais, vers le ministère de l'Intérieur, et puis le ministère de l'Intérieur vers l'Élysée. Ce système, comme je dis, il a très peu de chances d'être piraté parce qu'il relève plutôt d'un système au 3615, si vous voulez, que d'un système du 21e siècle. Sauf que justement, comme c'est le 3615, eh bien, il risque de tomber en rade. Et c'est ça le sujet. C'est qu'on a un petit sujet de est-ce que tout ça peut encore tenir jusqu'en 2022 ? Le ministère de l'Intérieur travaille à une solution plus moderne, mais au moins aussi sécurisée, c'est-à-dire qu'il est là, pour l'instant, ça patauge un petit peu, donc il ne faut pas relâcher la pression. Je suis sûr que les informaticiens du ministère de l'Intérieur, sous la houlette du Conseil constitutionnel, y veillent. Et puis l'autre sujet, alors vous en parliez, c'est le Parlement, le Sénat, l'Assemblée nationale, qui est mal préparé, c'est ce que vous dites. Alors, les institutions, Assemblée et Sénat, sont relativement bien protégées. En revanche, tous les parlementaires, et je vous dis bien, tous les parlementaires ne sont absolument pas protégés. La faille, c'est juste les 900 parlementaires. Ce qui n'est pas rien. Excusez du peu. C'est catastrophique parce que ça veut dire que c'est bien chaque comportement individuel qui fait cela. Lorsque vous allez dans des installations sécurisées du ministère de la Défense, on vous apprend, vous laissez votre téléphone à tel endroit, vous avez des pièces blanches, vous avez un comportement sur un certain nombre de téléphones, de sites sur lesquels vous n'allez pas, etc. De marques de téléphone que vous n'avez pas. Et là, le sénateur, le député, c'est la liberté du renard dans le poulailler. Il fait ce qu'il veut. Hop, hop, hop. Et il fait y compris des bêtises. Il va peut-être sur des sites inappropriés, pas au sens scandaleux, peut-être certains. Mais c'est surtout que sur les sites espionnés, où on vous met dedans des virus malveillants. Combien de parlementaires ont le téléphone protégé aujourd'hui, au moins par un antivirus ? Je ne saurais vous le dire. Donc pour vous, il faudrait que les parlementaires aient des téléphones protégés, fassent plus attention eux-mêmes. Il faut qu'ils soient mieux sensibilisés et qu'ils aient au moins des antivirus fournis par leurs administrations afin qu'ils soient protégés à minima. Et en 30 secondes, que vous a répondu le Sénat sur ce sujet, parce que c'est aussi au Sénat d'agir. Il y a deux choses. Il faut laisser la liberté aux sénateurs de choisir son matériel. Simplement, on peut sans doute aller un peu plus loin. On verra les conclusions, ça sera un travail à faire. Qui vont être prises. On verra, c'est un travail qu'il y a à faire. Il ne faut pas décider à la place des autres et être dans l'incantation. J'ai fait ce constat. Les questeurs, je n'ai aucun doute, s'en saisiront. Eh bien, vous viendrez nous en parler quand les mesures seront prises. Merci Jérôme Bascher d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, c'est l'heure de l'invité politique. Aujourd'hui, c'est Yves Verrier. Il est là, secrétaire général de Force ouvrière. On parlera de cet automne social, marqué notamment par la bataille contre la réforme des retraites. On verra ça avec lui dans 2 minutes. Mais avant ça, un extrait d'audition publique. C'est l'émission politique des chaînes parlementaires. Hier soir, Francis Letellier recevait François-Xavier Bellamy, député européen, membre des Républicains, et il est revenu sur cette attaque à la mosquée de Bayonne. On l'écoute. Vous parliez du contexte. C'est lié au contexte, d'après vous ? Bien sûr, c'est lié à ce débat assez catastrophique dans lequel on s'engage aujourd'hui, parce que ce débat n'a aucune espèce de clarté et que, vous savez, je crois, c'est pour revenir à mon terrain de prédilection, quand on fait de la philosophie politique, au fond, on voit toujours que la politique est une sorte de miracle fragile qui nous permet de transformer nos désaccords en conversation plutôt qu'en violence. Et à chaque fois que la politique échoue, la violence ressurgit. À chaque fois que l'État est incapable d'assurer de la politique, mission, aujourd'hui, on est dans un climat d'islamophobie, c'est ça que vous dénoncez aussi ? En tous les cas, on est dans un échec de la part de la classe politique et plus précisément encore de ceux qui nous gouvernent pour faire en sorte d'apporter une réponse à cette inquiétude des Français. Et si cette réponse ne vient pas de l'État, alors le danger est grand, en effet, que la fracture ne se fasse sentir par la base. Mais une question sur l'islamophobie. Sur l'islamophobie, il y a eu hier des manifestations. Vous pensez qu'on est dans un climat d'islamophobie, de stigmatisation des musulmans aujourd'hui en France ? Je ne crois pas que la société française soit islamophobe. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire, au contraire, de voir à quel point... Ce sondage qui est sorti dans le JDD qui dit que 61% des Français pensent que l'islam est incompatible avec les valeurs de la société française. Et 83% dans vos rangs, chez les Républicains. Attention, dire que la laïcité
est précieuse dans notre société, ça n'est pas être islamophobe. Et c'est là le glissement très dangereux qu'on voit aujourd'hui. Si la société française était globalement raciste, si elle était globalement islamophobe, si elle était traversée de façon très profonde par ces tendances de haine, il est évident que après les attentats que nous avons connus, répétés au cours des dernières années, on aurait vu des manifestations de violence et de vengeance qui auraient été sans doute assez terribles. Ça n'a pas été le cas. Et on peut, je ne le dis pas pour considérer que la situation est très heureuse et que tout va bien, mais je peux quand même dire, nous pouvons dire ensemble que c'est assez beau de voir que la société française a su faire preuve de résilience et qu'elle a montré sa capacité à vivre ces moments de tension sans jamais répondre par une forme de vengeance. C'est ce qui vous fait dire qu'il n'y a pas d'islamophobie. C'est ce qui vous fait dire qu'il n'y a pas d'islamophobie. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait de climat global d'islamophobie ou de haine, mais il est très clair que si l'État ne sait pas répondre à cette inquiétude, alors oui, c'est vrai, malheureusement, on verra cette violence augmenter. Et je ne le justifie pas, mais je dis qu'il est temps de réagir. Notre invité politique ce matin, c'est Yves Verrier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général de Force ouvrière. C'est la première fois que vous venez dans cette matinale, donc merci. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous dirigez le bureau parisien du journal Ouest France. On va commencer, Yves Verrier, avec cette attaque hier à la mosquée de Bayonne. Un homme qui a tenté de mettre le feu, puis qui a tiré ensuite et blessé 2 hommes. Est-ce que pour vous, cette attaque, elle est le reflet du climat actuel, le reflet des tensions qui traversent notre société ? Bien sûr, je pense que malheureusement, on est dans une société de tensions. On a eu des séries successives d'attentats. À nouveau hier, je pense qu'on peut qualifier ça d'attentat. C'est absolument détestable, évidemment absolument condamnable. Il faut qu'on arrive à rétablir une démocratie apaisée. Je pense qu'on a besoin de pouvoir débattre en démocratie. On peut accepter des accords, des désaccords et les traiter au fond dans un débat politique apaisé. Bon, c'est toujours un souhait. Ce qui est épuisant, c'est sans cesse le ressassement des mêmes questions. Parfois, j'ai l'impression qu'on surdimensionne des aspects qui pourraient être réglés dans le cadre d'une discussion. Toutes ces questions autour de la laïcité, je pense que c'est assez détourné, puis personne ne comprend véritablement de quoi on parle. On est en difficulté d'en parler de manière apaisée. Et alors, qui peut apporter cet apaisement ? Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que c'est au président de la République d'avoir une parole forte sur ce sujet ? Bien sûr, je pense que... Il fait défaut là en la matière ? Il s'exprime pas assez ? Non, je n'ai pas dit qu'il faisait défaut. Ce serait présomptueux de ma part. Je ne me sens pas plus qualifié que qui que ce soit d'autre en la matière. Je pense qu'on a besoin que la classe politique dans son ensemble, tienne un discours apaisé, qu'on explique que la République, elle fait qu'on peut vivre de façon citoyenne en respectant Vous voyez une partie de la les classe uns et les politique qui autres. met de l'huile sur le feu ? Je ne sais pas si c'est la classe politique. Je pense que il y a tout un ensemble. Il y a la problématique des réseaux sociaux qui fait que on connaît cela maintenant. Sur les réseaux sociaux, on a tendance à partager les mêmes opinions que la communauté avec laquelle on échange, et puis on gonfle cette opinion sans s'apercevoir qu'on est dans un monde qui se virtualise et qui ne correspond pas à la réalité. Et soudainement, si on traduit dans la réalité ce qu'on a virtualisé sur un réseau social, un débat qui peut tourner à la haine, évidemment, ça provoque des actes absolument détestables, condamnables, criminels. Vous parliez tout à l'heure de détournement de la laïcité. Plus que de la laïcité, est-ce que ce n'est pas le communautarisme, la radicalisation qui pose problème aujourd'hui ? Et je vais reprendre les propos du président de la République au moment de l'hommage à la préfecture de police, où il invitait à créer une société de vigilance, de la vigilance. Comment est-ce que vous l'avez perçu, ça ? Comment est-ce que vous le comprenez ? Notamment cette histoire de la vigilance dans le milieu du travail. Par quoi est-ce qu'un syndicat comme le vôtre peut avoir une action en la matière ? Qu'est-ce que vous en parlez entre vous ? Vous faites des choses en la matière ou pas du tout ? C'est-à-dire qu'on n'a pas véritablement de problème. On me pose souvent la question, mais moi, je n'ai pas d'écho de difficultés de cette nature. C'est pour ça que j'ai le sentiment qu'on électrise des débats
Alors, bien sûr, vous m'opposerez peut-être que les syndicats ne sont pas implantés partout dans toutes les entreprises, mais on est quand même, je l'ai souvent expliqué, FO, c'est 20 à 25 000 implantations dans ce pays. Dans les entreprises privées, c'est 17 à 18 000 implantations. C'est le résultat des élections dans les entreprises qui ont été collectées par la Direction générale du travail pour la représentativité. Et il y a 17 à 18 000 implantations dans lesquelles il y avait une liste FO. Donc ça, c'est le privé. Si on y ajoute le public, donc voilà, moi, je n'ai pas d'écho de difficultés rencontrées de cette nature. Un mot sur une proposition de loi qui est examinée cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat sur la neutralité religieuse pour les accompagnants de sortie scolaire. Est-ce que pour vous, une mère voilée peut accompagner son enfant en sortie scolaire ou pas? Et vous voyez, c'est la façon déjà dans la question qui est posée. Une mère voilée. La question, elle n'est pas... C'est la question de cette proposition de loi. Est-ce qu'une mère qui porte le voile peut accompagner son enfant en sortie scolaire? La question qui est soulevée maintenant, c'est est-ce que des signes ostentatoires, ostensibles, d'appartenance ou de confession religieuse, ou autres en l'occurrence, sont acceptables, tolérés dans le cadre de l'accompagnement scolaire, dans la mesure où on est à la marge entre le service public rendu par des agents de l'État, l'éducation nationale, et la voie publique où on a toute liberté d'arborer tel ou tel signe qui, en l'occurrence, peut exprimer une croyance, une confession religieuse ou autre, en l'occurrence, ou politique. Donc, vous voyez, on recentre cette question, quelle est la réponse à cette question sur les signes religieux lors des sorties scolaires? Je pense que c'est très complexe parce que, d'abord, est-ce que cette question, c'est véritablement un problème de société ou est-ce que c'est des situations particulières, ponctuelles, qui peuvent très bien se régler sans qu'on ait besoin de légiférer en la matière? C'est peut-être un problème pour le corps enseignant, pour les directeurs d'école notamment. Est-ce qu'ils sont laissés trop seuls face à ce sujet pour vous? Je pense qu'il y a une loi aujourd'hui qui n'interdit rien. Donc la République, c'est la loi qui existe et qui s'applique. Donc cette loi aujourd'hui ne l'interdit pas. Donc ils ne sont pas forcément laissés seuls. Ils ont une loi qui est d'application qui fait que... Et ils ont un ministre qui dit que ce n'est pas forcément souhaitable d'avoir des signes religieux pendant les sorties scolaires? C'est toute la question de la neutralité du service public où s'arrête en l'occurrence le service public de l'éducation nationale dans le cadre de l'accompagnement scolaire. Et on sait très bien que s'y ajoutent des considérations sur celles et ceux à qui on s'adresse, des enfants qui peuvent ne pas comprendre ni la situation, ni l'exclusion, a fortiori si c'est l'enfant de telle ou telle mère ou père. Les signes religieux pourraient être portés ou des comportements qui correspondent à une règle liée à telle ou telle religion peuvent émaner d'un père comme d'une mère. Donc ça poserait les mêmes problèmes. Mais vous voyez bien, on repose le problème en le recentrant sur le voile. Donc la religion ou la confession musulmane ou l'islam. Et donc, par voie de conséquence, on risque une stigmatisation qui est, à mon avis, dangereuse. On propose de parler d'un autre sujet, les retraites. Emmanuel Macron s'est exprimé sur la réforme des retraites chez RTL. Il a eu cette phrase « J'irai jusqu'au bout, je n'aurai aucune forme de faiblesse ou de complaisance ». Comment est-ce que vous l'avez prise, cette phrase ? Moi, je n'ai aucune forme de faiblesse ni de complaisance à l'égard d'un projet de loi avec lequel je suis en désaccord. Donc vous aussi, vous irez jusqu'au bout? On ira jusqu'au bout. On est en désaccord depuis le début. J'ai envie de dire, avant d'aller jusqu'au bout, je rappelle quand même que dès l'origine, Force ouvrière a expliqué les raisons pour lesquelles on était en désaccord avec ce projet de régime unique par points. Et nous avons présenté systématiquement sur chacun des aspects nos arguments. Nous les avons largement développés publiquement. J'ai été très sollicité depuis tout l'été et même un peu auparavant, mais depuis la présentation du rapport du haut-commissaire M. Delevoye. Donc
On a eu droit à une concertation qui a duré près de 18 mois, qui a débouché sur le rapport du haut-commissaire, dans lesquels il y avait des ateliers citoyens, des ateliers prospectifs, participatifs, les ministres, les premiers ministres y ont participé. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a eu tous ces débats-là. Donc, avant d'aller jusqu'au bout, ce que je voudrais dire, c'est que pour le moment, nous n'avons pas été encore entendus. Et moi, mais ce que vous demandez clairement, vous, c'est pas de retraite à points, pas de réforme systémique, pour être clair, c'est ça? Exactement. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'on revienne à la table de négociation, mais au point de départ. Il y a des choses à améliorer. Les points sur lesquels le haut-commissaire met en avant les avantages que proposerait le régime unique par points, nous considérons qu'on peut parfaitement régler ces questions dans le cadre du système de retraite actuel. Parce que ce qui est en cause, ça n'est pas les défauts du système aujourd'hui, ce sont les défauts d'une politique ou de politiques économiques qui n'ont pas réussi à résoudre le chômage de masse, la précarité, les carrières hachées dont plus souvent les femmes les subissent, ou les petits salaires, les métiers féminins sont plutôt souvent les moins bien rémunérés, qui font que, par exemple, au moment d'arriver à la retraite, les femmes, effectivement, du fait de cette situation, sont plus souvent pénalisées que les hommes, parce que leur contribution qui leur ouvre les droits à la retraite n'a pas permis de constituer un droit qui permet d'avoir une retraite suffisante. Mais ça, cette question-là ne sera pas résolue par le régime unique par points. Ce n'est pas parce que vous achèterez des points tout au long de votre carrière, au lieu de calculer votre retraite sur les 25 meilleures années, que vous aurez amélioré votre situation une fois arrivé à la retraite. C'est pas besoin de continuer les négociations, pas besoin de concertation, quoi qu'il se passe. De toute façon, si Emmanuel Macron maintient une réforme par points, vous direz non. Nous sommes contre le projet de régime unique par points et nous avons y compris différer dans le temps, puisque c'est la piste maintenant. Oui, de différer dans le temps, de ne l'appliquer qu'aux nouveaux entrants, ça ne vous va pas non plus? Mais non, parce que sinon je ne serais pas sincère, je serais cynique. Je crois profondément à la modernité, à l'efficacité de notre système de retraite. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à améliorer, qu'il n'y a rien à faire évoluer. On peut très bien négocier dans ce cadre-là. Je le rappelle, le système de retraite en France fait qu'il y a beaucoup moins de retraités en situation de pauvreté qu'ailleurs en Europe. Donc je n'ai pas à rougir de ce à quoi, en plus, Force ouvrière a contribué depuis les origines. Nous avons négocié depuis les origines les systèmes de protection sociale. Nous avons participé, dans le cadre de la négociation collective, à leur mise en œuvre, à leur équilibre. Nous avons signé encore récemment un accord dans les régimes complémentaires Agirc-Arrco au mois d'avril dernier, qui garantit la trajectoire financière de ces retraites complémentaires sur les 15 années à venir, qui garantit le pouvoir d'achat des retraites complémentaires pour les 4 années à venir. C'est quand même 13 millions de pensions complémentaires qui sont servies, c'est 18 millions de cotisants, c'est 70 à 80 milliards de prestations chaque année. Je n'ai aucune raison de dire aujourd'hui, ce système dont nous estimons qu'il est moderne, qu'il permet... Le Premier ministre nous disait lui-même qu'il nous était envié. Je n'ai aucune raison de dire on supprime ce système et tant pis pour les nouvelles générations, vous vous débrouillerez avec le nouveau système, nous on a conservé nos droits. Je ne serai pas responsable. Il y a peut-être juste un point particulier, c'est le fait qu'il y ait 42 régimes spéciaux, c'est bien ça, 42. Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est pas porteur? Est-ce que le fait qu'il y ait autant de régimes spéciaux n'est pas porteur d'inégalités de fait face à la retraite? Est-ce qu'un compromis, ce ne serait pas de garder le système actuel, mais en réduisant considérablement, en faisant converger un certain nombre de ces systèmes de régimes spéciaux vers un régime unique? Vous seriez prêt à ça, par exemple? Les régimes spéciaux, d'abord, on dit les 42 régimes. Il y a des régimes spéciaux, il y a des régimes autonomes. Il y a des régimes salariés, il y a des régimes de non-salariés. Mais à l'arrivée, c'est quand même autant de traitements différents dans les pensions, dans l'attribution des retraites, enfin... Oui, enfin, c'est quand même largement aligné, parce que, bon gré mal gré, je vais vous dire, parce qu'on n'était pas d'accord. Donc c'est pas une source d'injustice pour vous? Non, mais les durées de cotisation sont alignées. À partir de la génération 73, si les 43 ans de durée de cotisation requise de la réforme de 2014 sont effectivement appliqués, mais même les 41 ou 42 qui vont s'appliquer progressivement, vont s'appliquer à l'ensemble des régimes de salariés. C'est-à-dire que vous soyez cheminot, RATP ou du régime général ou fonctionnaire, il vous faudra avoir cumulé
42 années ou 43 ans plus tard de durée de cotisation. Donc, les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein et d'une pension qui permettent de partir avec une retraite décente s'alignent de fait aujourd'hui. Ce qui fait qu'on voit d'ailleurs que les salariés, quel que soit leur secteur d'activité, y compris les régimes spéciaux, même s'ils bénéficient de possibilités de partir de façon anticipée, retardent de plus en plus leur départ parce que la pension n'y suffit plus avec ces durées de cotisation requises. Vous ne pouvez pas avoir 42 années de cotisation quand vous atteignez 56, 57 ans aujourd'hui. Il y aura une grève le 5 décembre. Qu'est-ce que vous en espérez? Un blocage total? Encore une fois, le fait qu'on ait décidé de mobiliser et d'appeler les syndicats à poser la question d'une grève la plus large possible le 5 décembre, ce n'est pas l'objectif. L'objectif serait plutôt qu'on nous dise, bon, on revient à la table de négociation, on a entendu ce que vous disiez et on regarde comment on peut trouver une solution. Les négociations, elles sont encore en cours, les négociations. Si nous ne sommes pas entendus, non, il n'y a pas de négociation. C'est bien le problème. On nous a dit, on décide d'un régime unique par point. Maintenant, on vous invite à venir discuter de la façon dont on le met en œuvre. Or, visiblement, vous et le gouvernement, vous ne vous mettrez pas d'accord puisque vous ne partez pas sur la même base de négociation. Sur le régime unique par point, on ne se mettra pas d'accord. Et encore une fois, on parlait de démocratie tout à l'heure. Moi, j'ai rencontré à la fois le haut-commissaire, le Premier ministre. Nous avons rencontré le président de la République sur ce dossier récemment. Nous leur avons expliqué systématiquement les raisons pour lesquels nous étions en désaccord. On a bien compris les raisons. La raison majeure, c'est quand même très important ça, parce que vous me parliez des 42 régimes, je vous disais, il y a des régimes de non-salariés. Une des raisons majeures, c'est que demain, s'il y a un régime unique, les syndicats n'ont plus de légitimité à être partie prenante de la gestion, y compris par la négociation, de régimes qui concernent des non-salariés, des chefs d'entreprise, des professions libérales, des commerçants, des exploitants agricoles. Nous n'avons pas compétence pour demain discuter, négocier. Donc ce sera l'État qui gérera les paramètres et le rapport du haut-commissaire est très précis là-dessus. Il dit très clairement que le cadre financier du pilotage sera déterminé par les lois de finances de la sécurité sociale proposées par le gouvernement et votées par le Parlement. On évacue la négociation collective, le rôle des syndicats. On va avancer, Verrier, parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets. Le trafic SNCF qui est toujours perturbé par une grève dans le technicentre de Châtillon. C'est là où sont entretenues les rames des TGV Atlantique. Est-ce que vous soutenez ce mouvement ? Je pense que la situation à la SNCF aujourd'hui, elle est révélatrice d'une situation où le dialogue social ne fonctionne manifestement pas bien du tout. Entre quoi, les agents de la SNCF et leur direction de la SNCF ? Je pense, si vous voulez, que d'une certaine manière, on pointe systématiquement du doigt les cheminots. Alors ça a été le statut, c'est leur régime spécial, c'est leurs soi-disant conditions plus ou moins avantageuses. Le gouvernement a décidé de réformer radicalement le statut des cheminots en l'été 2018. Maintenant, c'est le régime des retraites. Il y a des conditions d'exploitation qui sont sous tension parce que là comme ailleurs on gère à l'économie et ça génère des tensions, des conflits comme on en rencontre. Sur Châtillon, pour être clair, vous les soutenez ou pas ? Parce que ils se sont mis en grève parce qu'il y avait un projet d'aménagement de leur temps de repos. Ce projet a été retiré, ils sont toujours en grève. Est-ce que vous soutenez encore ce mouvement ? Bon, Force ouvrière n'est pas implantée dans l'établissement en question, donc je ne vais pas parler pour celles et ceux qui sont dans ce mouvement et qui ne sont pas de mon organisation. Je pense que s'ils sont en grève aujourd'hui, je ne connais pas précisément les raisons. Alors, la direction grève, on perd du salaire. Quand on est en grève, on ne le fait pas par plaisir. La direction de la SNCF dit qu'ils ont retiré le projet, mais que la grève perdure parce que les grévistes réclament le paiement de leur jour de grève, ce que n'accepte pas la direction. Est-ce que vous ne croyez pas que ce type de comportement est de nature à braquer l'opinion contre les grévistes ? Encore une fois, je ne peux pas répondre sur ce sujet-là. Mon syndicat n'est pas présent sur place. Donc, mais sur la SNCF plus généralement, et sur l'opinion publique par rapport aux grèves de la SNCF. Est-ce que la SNCF ne perd pas la bataille de l'opinion en ce moment ? Non, je ne crois pas. Encore une fois, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire
où on stigmatise les cheminots, les agents de la SNCF. C'est cet accident dans le Grand Est, sur un TER, avec la question qui a été posée de la présence ou non d'un contrôleur dans les TER. Moi, je pense, et je crois que beaucoup pensent ainsi, que la présence d'un contrôleur dans les TER, elle est nécessaire, à la fois pour des raisons de sécurité, on l'a vu là en l'occurrence, et à la fois pour des raisons de qualité du service. Quand on est dans la grève du technicien de Châtillon n'a absolument rien à voir, c'est une toute autre problématique. Oui, mais vous voyez bien que ça a généré un débat sans fin où on a mis en cause la question du droit de retrait, où on a mis en cause le fait que la question posée de la présence d'un contrôleur dans les TER était légitime, alors qu'on peut très nettement avoir ce débat et considérer que, justement, on parlait des tensions, on n'est plus capable de débattre sans se renvoyer à la figure droit de retrait, exagération, droit de grève, exagération. Vous parlez de la direction de la SNCF. Guillaume Pépi va quitter la tête de la SNCF dans les prochaines heures. Quel bilan vous faites ? Le bilan, il est quand même d'une situation qui, sur le plan social, est quand même pas des meilleurs. Alors, je ne dis pas que c'est Monsieur Guillaume Pépi qui est en cause en particulier, c'est plus général. On est confronté à une société où ce qui l'emporte aujourd'hui, c'est la compétitivité, l'économie, au détriment des considérations sociales qui peuvent être soit de conditions de travail, soit de protection sociale. On va peut-être parler de l'assurance chômage, mais c'est très significatif ce qui s'est produit là-dessus. Donc, si vous voulez, ce que je veux dire... Parce qu'il nous reste peu de non, mais temps, sur le bilan, ce que je voulais dire, c'est que les dirigeants à qui on contraint de faire des économies ou qui considèrent qu'ils n'ont pas d'autre objectif que de faire des économies, forcément se mettent dans une situation où la tension se dirige vers eux. On va parler rapidement de l'assurance chômage parce qu'il nous reste un autre sujet. Vendredi, entrée en vigueur des premières mesures de cette réforme de l'assurance chômage, durcissement de l'accès à l'indemnisation, dégressivité pour les hauts revenus, mais aussi de nouveaux droits pour les démissionnaires et les indépendants. Vous vous étiez opposé à cette réforme, bien sûr. Est-ce que pour vous, son entrée en vigueur, c'est un échec ? C'est un échec, oui. Pour les organisations syndicales, nous étions en désaccord. Nous avons malheureusement été confrontés à une situation un peu compliquée puisque je rappelle quand même qu'en 2017 on a négocié et qu'on a trouvé un accord sur la convention d'assurance chômage qui était en vigueur jusqu'en 2020, qui n'avait pas de raison d'être révisé de manière générale. Le gouvernement a voulu qu'on ouvre la possibilité aux démissionnaires et aux indépendants d'accéder à un droit en matière d'assurance chômage. Donc, on a renégocié cet aspect des choses, mais on n'avait pas de raison de renégocier l'ensemble des paramètres de l'assurance chômage. C'est un échec pour les syndicats. Vous disiez à l'époque, on est 5 centrales à penser la même chose, à être contre, unissons-nous. Les autres n'ont pas voulu. Est-ce que pour vous, ce manque d'unité dans l'action syndicale, c'est aussi la cause de cet échec ? Je pense que quand on est désunis, on est moins efficace, c'est clair. C'est la raison pour laquelle, d'une manière générale, sur des dossiers de cette importance, Force ouvrière, FO, cherche à faire en sorte qu'on puisse réaliser une unité d'action syndicale la plus large possible. Parce que c'est pas très compliqué, on le sait. Seul, c'est difficile. Nombreux, c'est plus facile. Sur l'hôpital, toujours lundi, toujours sur RTL, le président de la République a dit qu'il fallait remettre des moyens sur l'hôpital. Comment vous comprenez cette phrase et qu'est-ce que ça implique pour vous ? Je pense là encore que, un peu à l'image des atermoiements sur le dossier des retraites, il a fallu plusieurs mois d'alerte, de réalerte, de mobilisation, de grève dans les services hospitaliers, notamment les services d'urgence, de mobilisation, de manifestation, d'intervention syndicale, pour qu'enfin on nous dise qu'il faudrait remettre des moyens à l'hôpital. C'est quoi remettre des moyens ? C'est combien ? C'est où ? Par exemple, si on prend les établissements pour personnes âgées, les EHPAD... Alors il y a Myriam El Khomri qui remet ce matin même un rapport à Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, sur la revalorisation des métiers du grand âge, un rapport dans lequel elle dresse un tableau... un peu dur ou très préoccupant, alarmant de la situation, notamment des auxiliaires de vie, des aides-soignantes. Vous avez les détails en tête de ce... C'est vrai à l'hôpital comme dans les EHPAD. Vous savez, moi j'ai visité plusieurs établissements hospitaliers et j'ai été frappé par le fait qu'aujourd'hui,
certains agents hospitaliers, souvent des mères seules avec des enfants, ont du mal à boucler les fins de mois au point que soit les syndicats, soit les dispositifs d'action ou d'œuvre sociale proposent des chariots alimentaires pour pouvoir boucler les fins de mois, y compris sur le terrain alimentaire, à des agents hospitaliers quand même. Hein. Le taux de pauvreté parmi les personnels dans les EHPAD ou à domicile est 2 fois supérieur à d'autres catégories de population. Vous vous rendez compte de ce dont on parle? C'est-à-dire que ce sont des agents à qui on confie soit notre santé, soit celle de nos proches fragiles, qui sont engagés, qui, quand ils se mettent en grève, ne peuvent pas se mettre en grève parce qu'ils sont réquisitionnés, parce qu'on ne laisse pas, évidemment, ils ne le feraient pas de toute façon, des patients malades sans soins et sans assistance, et qui vivent dans ces conditions. Donc il y a une question salariale majeure, il y a une question... Force ouvrière a lancé une grande campagne, FO a lancé une grande campagne qui a pour objectif de faire en sorte que la société reconsidère l'ensemble des métiers, des services à la personne. Et parmi ceux-là, évidemment, tout ce qui relève du secteur de la santé, hospitalier ou établissement pour personnes âgées. La considération, c'est le regard d'abord qu'on porte sur ces agents, ça c'est important, mais ça doit se traduire ensuite, effectivement, il faut que ces métiers soient attractifs. Pour qu'ils soient attractifs, il faut qu'on travaille sur la revalorisation à la fois des conditions de travail, donc ça pose la question du nombre d'agents dans les établissements hospitaliers ou EHPAD, le salaire, bien évidemment, la question des salaires, vous venez de le dire, hein, on ne peut pas accepter que l'on vive en situation de pauvreté. Sachant que ce sont des études payantes également, qui coûtent entre 5 000 et 7 000 euros, alors que les niveaux de salaire sont très faibles et que les premières années ne sont pas payées. Il faut absolument travailler sur toute cette dimension, faire en sorte, bien sûr, ce sont des métiers essentiels, qui sont essentiels pour le lien social. On parlait au tout début de cette interview des questions de tension dans la société. Ces métiers-là sont essentiels. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Yves Verrier d'avoir été avec nous ce matin. Merci Stéphane Vernet. On passe maintenant au Club des Territoires. La Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indes radios. Aujourd'hui avec la bande, nous parlerons de cette proposition de loi examinée cet après-midi au Sénat qui vise à interdire les signes religieux distinctifs pour les accompagnants de sorties scolaires et plus généralement de la question de la laïcité, de la lutte contre le communautarisme. On parlera de l'interview d'Emmanuel Macron hier. On parlera également de la France qui a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne pour son incapacité à protéger les citoyens contre la pollution de l'air. Mais d'abord, vous le savez, c'est l'heure de notre reportage en région. Allez à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Et toute la semaine, nous sommes en Seine-Maritime pour tenter de répondre à cette question. Lubrizol, où en est-on un mois après l'incendie du site Céveso? Aujourd'hui, on vous emmène à Sombry où Samia Dechir et Audrey Vuettas sont allés rencontrer un maraîcher bio dont les récoltes ont été gelées pendant 3 semaines. On regarde. On est ici à une quarantaine de kilomètres de Lubrizol, dans l'une des communes où les récoltes ont été gelées. Ces restrictions, elles ont été levées il y a un peu plus d'une semaine, mais ce n'est pas la fin des ennuis. Pour autant, pour certains, les pertes ont été très lourdes. Pascal Hénage, bonjour. Bonjour. Vous êtes maraîcher bio et ici on est à côté d'une de vos serres. On peut voir que les traces de l'incendie sont encore bien visibles. Oui, voilà, en fait, on constate bien le ruissellement sur nos tunnels de cette fameuse suie qui reste imprégnée côté nord, là, où il y a de la mousse. On voit bien sur les doigts que c'est assez abrasif un peu même. Il y a un côté huileux, quoi. Et j'ai pas de recommandation aujourd'hui sur comment nettoyer ça, en fait. Et l'inquiétude, c'est aussi sur les légumes qui sont sous la serre et surtout autour de la serre. On peut peut-être aller voir. Voilà, c'est les légumes en plein champ, quoi. Ouais. Allez, on y va. Ici, Pascal, on arrive sur l'une de vos parcelles. Vous, ici, pendant 3 semaines, vous n'avez rien pu récolter du tout. Exactement, on était figés, on avait ordre de ne pas récolter nos légumes et on a perdu quand même pas mal de choses comme les radis, les salades et haricots verts surtout. Donc on voit bien ici les haricots qui n'ont pas été récoltés, qui sont devenus beaucoup trop gros et ça représente une perte aux alentours de 3 000 € à peu près.
Ça fait un peu plus d'une semaine que toutes ces restrictions elles ont été levées, ça vous permet de récolter de nouveau, mais est-ce qu'il y a encore des analyses qui sont faites par les autorités sur votre exploitation? Oui, en effet, il y a des analyses qui sont faites par la répression des fraudes tous les 4 jours aujourd'hui sur les légumes, mais malheureusement pas sur notre sol. On n'a pas de prélèvement qui est fait sur la terre. Et puis nos terres, on en prend soin tous les jours. On a vraiment besoin de savoir s'il y a réellement des substances inquiétantes dans notre sol, quoi. Vous, habituellement, ces légumes, vous les vendez tous sur place? Voilà, on vend tous ces légumes sur place, en vente directe aux consommateurs, dans la petite boutique qui se trouve là-bas en haut. Pascal, ici on arrive dans votre boutique, on voit qu'il y a des étals encore bien pleins qui en début de semaine habituellement sont plutôt vides normalement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que habituellement nos cajots sont vides, on a vendu quand même la plupart de notre production et puis là les clients sont pas là. La question est-ce qu'ils vont revenir? Ça va être difficile et puis nous, des petites structures comme la nôtre, on a besoin de faire du chiffre d'affaires d'une semaine sur l'autre pour pouvoir pallier à tous nos achats, etc., quoi. Est-ce que vous savez combien vous avez perdu à cause de la vente des légumes que vous n'avez pas pu faire pendant 3 semaines? C'est aux alentours de 2 000 € quoi, à peu près. Donc c'est quand même pour nous qui faisons un petit chiffre d'affaires de 25 000 €, les 2 000 sont quand même importants, quoi. Est-ce que vous avez eu des indemnités, des aides pour vous en sortir avec les pertes importantes que vous avez eues? Mais pour le moment, on n'a rien reçu, perçu. On a juste une proposition du département et de la Chambre d'agriculture qui nous propose des aides financières de trésorerie, en fait, d'avance, des aides remboursables. Alors donc nous, on n'en veut pas parce que on va prendre un exemple simple. Si je pense que j'ai besoin de 5 000 € d'indemnité et puis que derrière ils me les donnent en fonction de l'indemnité de Lubrizol qui va tomber, si elle est à hauteur de 3 000 € par exemple, j'en ai pour 2 000 € de ma poche, quoi. Donc c'est pour ça qu'on n'en veut pas, quoi. Lubrizol a annoncé la création d'un fonds de solidarité pour indemniser les agriculteurs, mais pour l'instant, ils n'ont aucune information ni sur le montant de ces aides, ni sur la date à laquelle elles seront versées. Voilà pour ce reportage de Samia Dechir qu'elles sont à suivre toute la semaine à cette heure-ci dans Bonjour chez vous. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce club. On va commencer en parlant de Rouen, de Lubrizol. On a vu ce reportage de Samia Dechir et d'Audrey Vuettaz avec ces agriculteurs, des agriculteurs qui ont été durement touchés par cet incendie du site, Nathalie Moret. Oui, parce qu'il y a une réalité médiatique et celle de ce qui s'est passé et dont on en parlait pendant 15 jours avec les odeurs, les mises en sécurité, etc. Puis il y a la réalité des gens sur place qui sont encore, eux, dans ce qui s'est passé. Et en concernant les agriculteurs, ça va durer pendant des mois parce qu'on voit qu'il y a encore des traces chez lui sur son exploitation. Mais après, les conséquences économiques vont durer des semaines, des mois. Et pour eux, c'est une réalité qui est effectivement au long cours. Et maintenant, la question, c'est celle-là, c'est celle des indemnisations. Oui, c'est toujours compliqué parce qu'évidemment, les responsables qui ne sont pas clairement identifiés, enfin là, évidemment, il y a l'usine, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Quelles sont les couvertures d'assurance aussi, parce que c'est compliqué. À chaque fois qu'il y a une catastrophe ou, je dirais, un problème sanitaire d'ordre public, eh bien, il y a toujours une bagarre avec un fonds qui met du temps à se constituer. Moi, je pense sincèrement, si vous voulez, que l'affaire a pris tellement d'importance, et heureusement d'ailleurs, que je ne vois pas comment les agriculteurs ne pourraient pas être remboursés, surtout que si on regarde bien, ce n'est pas des sommes faramineuses. Et ce ne sont pas des dégâts faramineux, parce que les vrais dégâts, on les connaîtra peut-être sur le plan sanitaire dans 10, 15, 20 ans, mais sincèrement, aujourd'hui, quand on regarde, ce monsieur nous a montré ses serres et tout ça, c'est pas, on n'est pas dans une catastrophe apocalypse now, quoi. Hein, c'est pas du tout ça. Donc, je ne crois pas que ça soit très difficile d'indemniser tous ceux qui... Si on vous écoute, ils seront indemnisés. La question, c'est peut-être par qui? Est-ce que c'est à Lubrizol de payer? C'est ça maintenant la question. Mais tout l'enjeu, en fait, c'est de gérer cette période compliquée entre le moment de l'incendie et le moment où on va vraiment connaître la vérité de ce qui s'est passé. Et donc pouvoir établir les responsabilités, ce qui n'est pas le cas en ce moment. On ne sait pas exactement comment cet incendie s'est déclenché. Les deux entreprises se rejettent la responsabilité, puisque c'était deux entrepôts qui étaient côte à côte. Reste que plus de 9 000 tonnes de produits ont brûlé. On ne sait pas exactement même ce qu'a déclenché la réaction, c'est-à-dire le contact entre le feu et ces produits qui ont brûlé. Tout ça, on ne le sait pas encore. Et à la limite, il vaut mieux prendre le temps d'établir la vérité. Il est mieux d'avoir une vérité bien établie plutôt qu'une vérité précipitée
qui risque donc de ne pas en être une. Mais en attendant, tout le problème est de gérer cette période entre l'établissement des responsabilités et puis les dégâts qui sont là. Parce que quand vous êtes éleveur en Seine-Maritime et que votre lait, et qu'il y a un doute sur votre lait parce qu'il a été contaminé par cet incendie, je rappelle que 215 communes quand même ont été touchées dans la région par le panache de fumée, eh bien vous avez besoin d'une indemnisation maintenant. Donc c'est là que l'État intervient pour jouer ce rôle de tuilage en quelque sorte entre le déclenchement de l'incendie et puis le temps judiciaire qui est forcément très long où on saura vraiment ce qui s'est passé. Et on continuera d'en parler puisque vous l'avez compris, c'est notre feuilleton de la semaine. On va parler d'un autre sujet puisque c'est aujourd'hui qu'est examinée dans l'hémicycle du Sénat la proposition de loi qui vise à interdire les signes religieux distinctifs pour les accompagnants de sorties scolaires. Avant de vous entendre, on va écouter l'auteur de cette proposition de loi, c'est la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio. Elle refuse de parler de stigmatisation. Je ne sais pas ce que ça veut dire stigmatiser. Stigmatiser, ce n'est pas le mot. Pointer le fait qu'il y a un islam politique dans ce pays, moi ça fait 10 ans que je le dis. Voilà. Il y a un islam politique, il y a aujourd'hui des islamistes qui veulent nous imposer des règles dans notre pays que nous ne voulons pas parce que nous c'est la loi avant la foi. Donc aujourd'hui on s'en rend compte parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des pans entiers, des quartiers entiers qui sortent un peu de la République et de la République. On s'aperçoit qu'il y a des listes communautaristes très inquiétantes pour notre pays qui risquent de déposer des listes pour les municipales et puis pour plus tard. On l'a vu un peu aux européennes et ça, nous, on ne peut pas le concevoir. Donc c'est le moment ou jamais, effectivement, de parler de cet islam politique. Nathalie Moret, on entend Jacqueline Eustache-Brinio, qui est l'auteur de cette proposition de loi. Il avait un besoin de clarifier la situation. Disons que la proposition de loi de cette sénatrice, qui est prévue de longue date, arrive dans un moment particulier, puisqu'elle arrive 15 jours, 3 semaines après ce qui s'est passé au Conseil régional de Bourgogne. Je ne suis pas persuadée que s'il n'y avait pas eu l'interpellation de cette femme portant un voile par le Rassemblement national, donc Julien Audoul, je ne suis pas persuadée que cette PPL aurait eu autant d'impact. Je comprends très bien ce qu'elle veut dire, et elle, je sais effectivement, vous le rappeliez hors antenne, Yves, que c'est quelqu'un qui est effectivement très concerné par ces problèmes de laïcité-là. Moi, je ne suis pas persuadée qu'il faille légiférer là-dessus. Globalement, il y a une différence entre le débat politique que l'on peut avoir là-dessus, le ressenti des Français et ce qui se passe sur le terrain. Je pense que ce qui se passe sur le terrain, au quotidien, notamment dans l'agglomération de Lyon, qui est sur le territoire des journaux du groupe EPRA pour lequel je travaille, ça se passe assez bien. Je veux dire, les femmes voilées accompagnent les services, les sorties scolaires, reviennent, sans que ce soit un problème. Et il y a toujours le risque de mettre le faisceau lumineux sur un problème qui n'en est pas un. Et moi, c'est un petit peu ce que je pointe là ce matin. Istrea. Sans doute est-ce trop tard. Quand la loi de 2004 a été votée sur le port de signes ostentatoires. On va y revenir, puisque Alex est allé regarder. Il aurait fallu, ça va de soi, aller jusqu'aux sorties scolaires, parce que imaginez une chose. Vous avez un parent d'élève qui vient faire une conférence ou un exposé dans une classe. Il doit se dévoiler. Mais quand il accompagne à l'extérieur de l'école, il ne se dévoile plus. Il y a quelque chose qui n'est pas très logique. Et je dirais que depuis la loi de 2004, évidemment, le voile a pris une proportion dans l'espace public beaucoup plus importante. Je sais que cette sénatrice est concernée au premier chef. Elle est ancienne maire d'une commune qui s'appelle Saint-Gratien, dans le Val d'Oise, où il y a un véritable problème de communautarisme qui existe. Simplement, j'ai envie de dire, déjà, est-ce qu'on ne s'assurerait pas que la loi, celle de 2004, est appliquée à peu près correctement, je crois. Celle de 2010, sur le voile intégral, je ne suis pas sûr qu'elle soit, elle, appliquée. Et j'aimerais bien que, justement, on voit la difficulté de l'appliquer dans certains quartiers, à Garges-les-Gonesse, à Courcouronnes, probablement aussi dans beaucoup de quartiers de la région Rhône-Alpes. Déjà, si on appliquait cette loi-là, ça serait pas mal. Parce que si on n'arrive pas à appliquer cette loi, je ne vous dis pas que cette loi-là sera aussi très compliquée à appliquer. Simplement, ça fait quand même 30 à 40 ans que la France a laissé du terrain, qui se dit être un pays laïque, constitutionnellement laïque, a laissé du terrain à cette forme de voile, si on considère que le voile est effectivement l'étendard d'un militantisme politique. Eh bien, c'est ça qu'il fallait peut-être, à quel il fallait songer avant. Vous parlez beaucoup de cette loi de 2004. On va s'y pencher, puisqu'Alex remonte chaque semaine pour nous dans les archives.
Alex, vous avez regardé ce qu'il s'est passé pendant les débats sur cette loi de 2004. Et oui, à l'époque, la France était déjà très divisée sur cette question de l'islam. Et Jacques Chirac, le président de la République de l'époque, avait voulu apaiser la situation en créant une commission de sages qui allait réfléchir sur la laïcité. Une commission présidée par Bernard Stasi, qui était à l'époque médiateur de la République. Et cette commission Stasi a auditionné tout un tas de personnalités sur la laïcité, avec des intellectuels, des représentants des cultes, également des responsables politiques. Et un certain Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur à l'époque, avait été auditionné et il avait montré son opposition à une nouvelle loi pour interdire le voile à l'école. Écoutez-le. Moi, j'affirme que cette position, une nouvelle loi tout de suite, est une position dangereuse. Et qu'est-ce que c'est que ce faux débat? Il y aurait d'un côté les fermes défenseurs de l'idéal républicain, ceux qui veulent une nouvelle loi. Et de l'autre, il y aurait les abominables, s'inclinant devant l'extrémisme ou le fondamentalisme, parce qu'ils ne veulent pas d'une nouvelle loi. Mais ça, ce n'est pas la vérité. Je suis opposé à toute forme de signe religieux à l'école, et en même temps, très réservé sur une nouvelle loi sur la laïcité. Et en même temps, Nicolas Sarkozy qui pratiquait déjà le « en même temps ». Alors à l'époque, le gouvernement est également très divisé sur cette question. Et 10 jours après les propos de Nicolas Sarkozy, eh bien, le Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin, va faire un discours à la Grande Mosquée de Paris. Et vous allez le voir, le son de cloche est très différent. Nous serons intransigeants avec celles et ceux qui voudraient propager, utiliser et ces peurs et ces haines. Les attitudes ostentatoires, le prosélytisme symbolisé par certains voiles doit être absolument proscrit en ces lieux qui représentent l'avenir de notre pays. Mais je le dis avec amitié et confiance, je souhaite qu'un terrain d'entente puisse être trouvé. Et ce n'est qu'en dernière extrémité, comme vous le disiez tout à l'heure, que la loi serait alors un ultime recours. Et voilà, on parle d'une loi en ultime recours si le dialogue ne fonctionne pas. Et apparemment, le dialogue n'a pas fonctionné puisqu'au final, après cette commission Stasi, eh bien Jacques Chirac a décidé de faire une loi pour interdire le voile à l'école. Écoutez-le. L'école publique restera laïque. Pour cela, une loi est évidemment nécessaire. Je souhaite qu'elle soit adoptée par le Parlement et qu'elle soit pleinement mise en œuvre dès la rentrée prochaine. Dès maintenant, je demande au gouvernement de poursuivre son dialogue, notamment avec les autorités religieuses, et d'engager une démarche d'explication, de médiation et de pédagogie. Et on verra maintenant si Emmanuel Macron choisit la même solution que Jacques Chirac, c'est-à-dire faire une loi pour éteindre un débat qui a fracturé le pays pendant des mois. Merci beaucoup Alex pour cette plongée dans les archives. Louis Salter, on le voit. C'est compliqué de sortir de ce débat, c'est compliqué de trancher, c'est un débat qui dure. Oui, et pourtant on voit en regardant ces archives à quel point autant le débat était très fracturé, très dur avant, autant cette loi de 2004 à l'école, elle marche en fait. Les problèmes de laïcité qui sont remontés à l'école, ils ne concernent pas l'habillement des élèves. Les jeunes filles qui vont à l'école, elles enlèvent plutôt leur voile à l'entrée. Il y a d'autres incidents évidemment qui sont remontés de plus en plus dans les rectorats, mais cette loi marche plutôt. Pour ce qui est des accompagnatrices, en fait, je crois que c'est une circulaire qui prévoit ça, c'est pas du domaine de la loi, mais si une femme voilée accompagne les enfants, elle peut le faire, mais sous condition de ne pas faire de prosélytisme, qui est la disposition d'équilibre qui avait été trouvée pour éviter que la religion s'implante à l'école, trouve un territoire de prosélytisme dans l'école de la République. Est-ce qu'il faut rompre cet équilibre dans un moment comme celui-là? Moi, en fait, je trouve qu'on parle beaucoup du voile, qui n'est qu'un tout petit bout des débats beaucoup plus importants qu'on a sur l'islam politique. Nous, à Maria, on a fait par exemple une enquête récemment sur les listes communautaristes qui menacent au municipal. La façon dont certains acteurs dans des territoires de banlieue font de l'entrisme auprès des élus, dans le paysage associatif, pour imposer une forme d'islam politique au sein même de la République. Nous avons fait une enquête sur la stratégie des frères musulmans en France et en Europe, la façon dont ils pratiquent également cet entrisme. En fait, ce sont des débats beaucoup plus vastes, sur des problématiques beaucoup plus vastes que la simple question du voile. Donc, je suis un peu triste qu'on s'écharpe énormément sur le voile, parce qu'en fait, c'est facile de s'écharper sur le voile. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, et puis voilà, on fait des débats entre les pour et les contre. Et tout ça, en fait, ça fait le jeu des islamistes, parce que ça masque les problématiques beaucoup plus profondes sur lesquelles nous avons enquêté, sur lesquelles on commence un peu à ouvrir les yeux, qui sont ce type d'entrisme de l'islam politique
politique au sein même des institutions de la République. Ça dépasse largement cette simple question d'un bout de tissu. Oui, mais je pense que justement, je suis complètement d'accord avec vous, mais c'est un des outils. Ça peut être un marqueur d'islam politique, je suis d'accord avec ça. Et le débat autour du voile, c'est pas le débat autour du voile dans les sorties scolaires, c'est le débat effectivement autour de l'islam politique qui doit être posé. Sur la façon dont on a laissé, dont la France, qui se réclame laïque, et ouverte à toutes les religions, mais pas dans le domaine public, eh bien, a complètement laissé, je dirais, filer, par sans doute beaucoup d'indifférence, énormément de négligence, et beaucoup de clientélisme local, il faut quand même le dire, beaucoup de clientélisme municipal, d'où justement, qui a facilité cet entrisme, cette espèce de duplicité, j'ai envie de dire, de bon nombre d'élus sur le terrain, et notamment aux abords des grandes villes. Eh bien, ça, on en paye aujourd'hui le prix. Et effectivement, ça enflamme le débat politique. Alors, je ne sais pas, moi, si une loi ou une proposition de loi changera grand-chose. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut impérativement, je crois, qu'on prenne la réalité en compte. Et cette réalité, il ne faut pas se la cacher. Et cette proposition de loi, elle intervient dans un contexte encore plus particulier avec cette attaque à la mosquée de Bayonne hier. Et regardez, la sénatrice socialiste Samia Ghali, eh bien, elle a demandé le retrait de la proposition de loi. Elle a demandé à Bruno Retailleau, on va regarder son tweet. Cher Bruno Retailleau, au moment où nos compatriotes musulmans sont terrorisés par l'attentat de Bayonne, j'en appelle à ton sens de la responsabilité en te demandant de retirer dans un esprit d'apaisement la proposition de loi sur le voile. Il en va de l'équilibre de notre République. Nathalie Moret. Très honnêtement, je pense que ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'effectivement, cette proposition de loi, je l'ai rappelé tout à l'heure, elle intervient déjà à un moment où il y a un débat. Donc un peu plus, un peu moins. Donc là aussi, c'est encore de la politique sur la politique. Oui, absolument. Je pense que c'est un faux sujet. Il s'est passé une attaque hier abominable à Bayonne. Pardon, merci beaucoup. Le fait d'enlever la PPL aujourd'hui des débats ne va pas régler le problème. Ou ne va pas apaiser le débat. Le débat, il est déjà hystérisé. Et de toute façon, on voit bien que sur ces questions-là, en France, c'est extrêmement difficile d'avoir un débat apaisé. On peut le regretter, mais on doit le constater. Pour terminer sur ce sujet, est-ce que ce qu'il faudrait, c'est une expression claire d'Emmanuel Macron, qui a dit qu'il ne s'exprimera pas sur ce sujet pour le moment? Oui, mais c'est mal engagé, parce que, si vous voulez, là, c'est pareil. Il y a quand même, c'est quand même une difficulté des politiques de mettre les points sur les i. Il nous dit, si je vous parle de laïcité, je ne vous parlerai pas de communautarisme, je ne vous parlerai pas d'islam. Mais pourquoi on parlerait de laïcité alors? Quel est l'intérêt de parler de la laïcité? On ne va pas parler de la laïcité si on ne parle pas de ce qui, justement, justifie l'ouverture d'un débat sur la laïcité. Ou alors on n'en parle pas du tout. Mais, je veux dire, on ne va pas parler de laïcité parce que je ne crois pas que ce soit l'intégrisme protestant qui pose les problèmes. Je ne crois pas que ce soit l'intégrisme catholique. Je ne crois pas que ce soit... Vous voyez? Donc, il veut séparer les choses. Le communautarisme, c'est pareil. Donc, je crois que là, il y a un problème de la part d'Emmanuel Macron qui ne... vous savez, c'est Albert Camus qui disait quand on nomme mal les choses, on ajoute au malheur du monde. Je crois que c'est le cas. Allez, on aura évidemment l'occasion d'en reparler, notamment suite à l'examen de cette proposition de loi cet après-midi. On va aller maintenant chez nos confrères des rédactions locales et on va retrouver nos partenaires de l'Aisne Nouvelle. Bonjour Éric Jonot, vous êtes le rédacteur en chef adjoint de l'Aisne Nouvelle et vous allez nous parler d'un tout autre sujet. C'est la réouverture de la rue de Lyon à Saint-Quentin. Oui, des choses plus légères. Chez nous, ça peut paraître une information un petit peu anecdotique. Pour vous, en tout cas, pour nous, c'est important. C'est la réouverture d'une rue qui est une véritable colonne vertébrale pour la ville ici à Saint-Quentin. Et ça fait tout simplement 9 mois qu'elle est fermée à la circulation parce qu'une cavité s'est formée sur une partie de la chaussée et la municipalité a préféré assurer la sécurité de tout le monde et fermer cette rue qui coupe tout simplement le centre-ville en deux. Et ça n'a pas été simple. Pendant ces 9 mois, il a fallu tout réorganiser, la circulation des piétons d'abord, des voitures ensuite, et puis toutes les lignes de bus qui passaient par cette rue qui coupe complètement la ville. Et le centre-ville notamment, ça a créé plein de problèmes commerciaux, vous pouvez bien l'imaginer. Surtout que les centres-villes, en ce moment, n'ont pas besoin de ça. Elles souffrent suffisamment. Donc voilà, la fin de ces travaux, c'est pour
Ce soir, la réouverture de la rue, c'est pour ce soir, pour les véhicules individuels. Demain matin, pour les bus, ça va permettre au centre-ville à nouveau de respirer après un long intermède et beaucoup de soucis. Et Éric Jauneau, c'est un problème qui est récurrent. On parle, je crois, du gruyère de Saint-Quentin, c'est ça ? Oui, parce qu'il faut savoir que la ville, cette partie de chaussée ne s'est pas effondrée par hasard. La ville a une histoire qui fait qu'elle est remplie en fait de souterrains, de caves, qui ont été très mal répertoriés du fait même de l'histoire de cette ville. Ça fait depuis le XIIe, XIIIe siècle, en fait, la ville a été creusée de nombreux souterrains, de nombreuses caches qui permettaient aux populations de se réfugier pendant les invasions des Espagnols notamment. On a connu ici la bataille de Saint-Quentin qui est célèbre entre les troupes du roi Henri II de France et Philippe II d'Espagne. On a été envahis, libérés, re-envahis, relibérés. Les Allemands, quand ils nous ont envahis, sont partis avec tous les plans de ces souterrains. On les connaît aujourd'hui finalement très très mal. Mais on sait que la ville est remplie de ces cavités qui, à un moment, peuvent créer ce genre de surprises, de mauvaises surprises en tout cas. D'ailleurs, juste après l'effondrement de cette partie de chaussée, une nouvelle chaussée s'est effondrée à un autre endroit du centre-ville. Pour l'instant, ça cause beaucoup moins de soucis de circulation, mais ça se passe sur l'avenue Faidherbe et cette partie de chaussée va elle aussi nécessiter des travaux dans les mois qui viennent pour combler tout le trou qui s'est formé dans cette rue. Eh bien, merci beaucoup Éric Jauneau, rédacteur en chef adjoint de l'Aide Nouvelle, d'avoir été avec nous. On va parler d'un autre sujet, la France qui a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne pour ne pas avoir protégé ses concitoyens contre la pollution de l'air. 12 agglomérations sont concernées et pas des moindres évidemment. Regardez qu'en dit Cécile Sixou. Bruxelles avait averti la France, la sanction est tombée. La Cour de justice de l'Union européenne condamne le gouvernement français. Il expose ses citoyens à un air trop pollué. Dans un arrêt, elle estime que, je cite, « la France a dépassé de manière systématique et persistante la valeur limite annuelle pour le dioxyde d'azote depuis le 1er janvier 2010 ». Un gaz toxique émis par le trafic routier dont les taux sont particulièrement élevés dans 12 agglomérations, Paris, Marseille, Lyon ou encore Grenoble. On estime qu'elle cause 48 000 morts chaque année. Cette condamnation n'est pour l'heure qu'un avertissement. Si elle ne fait rien pour améliorer la qualité de l'air, la France risque une amende qui s'élève à 11 millions d'euros et des astreintes de 240 000 euros par jour. Dans un communiqué, Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, se dit déterminée à améliorer rapidement et durablement la qualité de l'air qui constitue un impératif de santé publique et environnementale. Elle assure avoir déjà engagé des actions pour réduire le nombre de voitures polluantes, comme la prime à la conversion qui permet de changer sa vieille voiture contre des modèles plus récents ou encore la vignette critère qui réduit la circulation des véhicules polluants. Comme la France, 2 autres pays ont déjà été condamnés en 2017, la Pologne et la Bulgarie. Louis Ausselter sur cette condamnation de la France alors qu'il ne peut pas protéger ses citoyens contre la pollution de l'air. En fait, je pense que ça pose un problème beaucoup plus large parce que là, on fait des mesures de pollution, on parle de 12 grandes agglomérations, donc on trouve des solutions en apposant des vignettes critères, par la circulation alternée, etc. Mais la question que ça pose derrière, c'est celle de tout un modèle économique. Qu'est-ce qu'on a fait en France et en Europe d'ailleurs, en Occident de façon générale depuis des années? C'est la métropolisation, c'est-à-dire la concentration des activités économiques, humaines et donc de la population dans ces 12 grandes villes pour lesquelles la France a été condamnée par la Cour de justice européenne. Et pendant ce temps-là, vous avez des campagnes qui souffrent, vous avez des villes moyennes en France qui souffrent énormément parce que la mondialisation a fait qu'elles ont été dépossédées de beaucoup d'activités économiques qui faisaient leur vie au quotidien et qui faisaient que des gens y habitaient et s'y plaisaient. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, en fait, on en paye les conséquences, mais y compris en termes environnementaux. Donc la pollution de l'air est une des variables qui en font partie. Peut-être que si on déconcentrait, si on démétropolisait un petit peu, on répartirait aussi cette pollution de l'air. Moi, je me situerais sur un autre terrain. De quoi se mêle la Cour de justice européenne? Non, mais attendez. J'en étais sûr. Non, mais c'est un vrai débat. Quand on parle
je dirais, de l'impopularité de l'Europe, de tous ceux qui luttent contre, enfin qui sont en but contre la mondialisation. Mais là, on est dans un exemple typique. C'est-à-dire que c'est un organe qui n'est pas élu, c'est un organe de technocrate, certes judiciaire, et qui vient faire la leçon à la France. Mais parce qu'on y a adhéré. La France a signé. J'entends bien, mais si vous regardez bien, depuis 1989, grosso modo, depuis 1986, et l'acte unique, de plus en plus, c'est pas... Moi, je ne suis pas dans cette philosophie-là, mais je comprends de plus en plus comment certains peuvent être en colère, si vous voulez, contre la dépossession de notre souveraineté nationale. Et là, c'est un exemple flagrant. Qu'est-ce que la Cour européenne de justice vient faire la leçon à l'État français? Ça, c'est typique, si vous voulez, d'une attaque qui peut rendre l'Europe particulièrement désagréable aux yeux de certains, même s'il s'agit d'écologie et qu'aujourd'hui l'écologie est de mise. Alex, un mot? Oui, parce que c'est un problème de santé publique, cette pollution. C'est aussi un coût pour la société. Le Sénat, d'ailleurs, a travaillé il y a quelques années en produisant un rapport sur le coût de la pollution de l'air pour la société. Et en réalité, ça coûte bien des milliards d'euros au pays, à la sécurité sociale. Donc finalement, autant faire des investissements écologiques pour diminuer cette pollution plutôt que de payer la facture après. Allez, Alex, puisque vous avez la parole, vous la gardez. C'est l'heure de votre revue de presse régionale. Et on commence par l'Indépendant. À la une du journal catalan, on va parler encore d'environnement et des communes face aux catastrophes naturelles, notamment après les pluies torrentielles qui ont frappé les Pyrénées-Orientales la semaine dernière. Eh bien, 10 communes des Pyrénées-Orientales demandent au gouvernement de déclarer l'état de catastrophe naturelle, puisque mardi dernier, sur la région de Perpignan et des communes alentours, il a plu en 24 heures, l'équivalent de 2 mois de précipitations. Les bâtiments publics n'ont pas été très touchés, mais ce sont les particuliers qui ont subi beaucoup de dégâts. L'État va donc donner sa réponse aux communes dans quelques jours. Et on enchaîne avec l'Est éclair. Et l'Est éclair qui s'intéresse aux fermetures de trésoreries dans les territoires, alors que ces trésoreries qui gèrent les comptes des collectivités, également les impôts, doivent fermer sur décision du gouvernement qui veut réorganiser les finances publiques territoriales. Et quand on prend l'exemple notamment du département de l'Aube qui est détaillé dans l'Est éclair, eh bien sur les 11 trésoreries actuelles, il n'en restera que 5 ou 6. Alors à la place, le gouvernement compte créer ces fameuses maisons France Service dans plusieurs communes, ces maisons qui vont rassembler les principaux services publics pour les habitants. Et donc les habitants qui auront des questions notamment en matière d'impôts pourront se rendre dans ces maisons France Service pour prendre un rendez-vous téléphonique avec un conseiller en finances publiques qui ne sera pas sur place, mais il y aura un conseil à distance. Et on termine avec la presse de la Manche, Alex. Et oui, Oriane, à la une de la presse de la Manche, pourquoi finalement ne pas faire vos courses la nuit? Par exemple, vous, Oriane, faire vos courses juste avant de préparer l'émission, ça peut être utile. En tout cas, c'est désormais possible à Cherbourg. Une supérette ouvre maintenant 24 heures sur 24. Alors, c'est une nouveauté qui a un peu surpris les habitants. Ça les a un peu bousculés. Ils ne sont pas vraiment convaincus par cette supérette 24-24. Mais c'est en tout cas peut-être une stratégie pour les petits commerces de centre-ville qui perdent du terrain, qui ferment, de lutter, de regagner du terrain face aux grandes surfaces qui sont étalées en périphérie. Eh bien, délocalisons la matinale à Cherbourg. Comme ça, on pourra faire nos courses en arrivant. Bonne idée. Nathalie, elle a une du Dauphiné aujourd'hui. En fait, on a fait un grand dossier sur comment rendre attractifs les métiers pour les seniors. C'est sur la base du rapport El Khomri, l'ancienne ministre, qui effectivement présente aujourd'hui des propositions pour faire en sorte que ces seniors puissent travailler longtemps. Et normalement, c'est vraiment ça touche aussi, vous savez, tout ce qui est maintien au domicile des personnes âgées. Et c'est quelque chose qui est très structurant pour bon nombre de territoires. Et c'est à lire dans le Dauphiné. Yves Tréhard à la une du Figaro. Les retraites. Macron prêt à étaler la réforme dans le temps. Oui, on se demande si cette réforme va être bouclée d'ici à la fin du quinquennat. D'ailleurs, Agnès Buzyn, sur Public Sénat la semaine dernière, a donné une indication qui me paraissait importante, en disant que les principes seraient peut-être arrêtés, mais que dans les détails, on n'aurait pas la réforme. Et chacun sait que c'est dans les détails que se cache le diable. Eh bien, c'est à suivre. Un article aussi sur le rapport sur le nucléaire, qui accable la filière nucléaire française. Alors là, notamment sur l'EPR, les nouvelles centrales, effectivement, où il y a un retard colossal, qui coûte extrêmement cher,
Et la filière française, qui était quand même un des fleurons de l'industrie française de par le monde, et d'ailleurs nous avons vendu des projets d'EPR un peu partout, eh bien, donne une image aujourd'hui qui est guère reluisante. Et à la une de Marianne, vous avez parlé de cet article sur la percée des listes électorales communautaristes, mais ce sont les réseaux sociaux, la machine à lyncher. Oui, le lynchage sur Facebook, sur Twitter, on l'a vu dans diverses affaires récemment. On s'aperçoit que quand la vraie justice passe, elle n'est pas forcément en raccord avec les campagnes de dénonciation gratuites sur les réseaux sociaux. Donc on se pose cette question de la justice des réseaux sociaux, une fausse justice en réalité, et on prend plusieurs cas concrets pour mettre le doigt sur ce nouveau problème de société. Et c'est donc à lire dans Marianne. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à 17h30. Vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour Allons plus loin, et nous on vous attend demain. Très bonne journée. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux, et en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, vous a présenté le Club des territoires.